Toute ma vie, j'ai voulu être Pierre Brandat. Et il m'est offert de l'être pendant un peu moins d'une demi-heure pour vous parler d'un des sujets majeurs des discussions qui ont eu lieu autour du bicentenaire, qui est la question de l'esclavage. Alors, c'est une question qui est apparue dans le champ napoléonien bien avant que ne le prétendent les tenants de l'indigénisme aujourd'hui, puisque dès les années 60-70, c'est-à-dire au moment des décolonisations, la question de l'esclavage était entrée dans le champ des études napoléoniennes, certes pas de façon très approfondie, mais enfin, il n'y avait aucun ouvrage qui passait sous silence, comme on l'a dit, cette question de l'esclavage, et même à partir des années 90, ça a fait partie de toutes les grandes études publiées sur la période napoléonienne, et notamment la période consulaire, puisque des chapitres entiers y ont été consacrés. C'était notamment à la suite d'un ouvrage de Yves Benot qui s'appelait « La démence coloniale ». Alors évidemment, le titre doit être un choix de l'éditeur, mais alors celui-ci était un peu farfelu. Tout le monde pense que ce livre parle des problèmes psychologiques des Français à l'époque de Napoléon. En fait, pas du tout. C'était un livre sur les guerres coloniales menées entre 1802 et 1804, on va dire, grosso modo, et qui les décrivait par le menu, par un grand historien, qui était un historien de la colonisation, mais qui avait beaucoup travaillé sur ces sujets. Et donc, ce n'étaient pas des sujets qui avaient été mis sous le tapis, comme on dit parfois. Et ça faisait véritablement partie des thèmes qui étaient abordés par les historiens napoléoniens. Alors, cette polémique qui a eu lieu pendant le bicentenaire était essentiellement fondée sur les théories dont nous avons parlé en introduction et n'était pas fondée sur une véritable connaissance de la question, une véritable étude de la question, alors même que les tenants de ces thèses avaient à leur disposition une très très grande documentation, à commencer par le livre que nous avons écrit avec Pierre Brandat, qui date de 2003, qui s'appelle « Napoléon, l'esclavage et les colonies », mais qui était écrit, on va dire, par le versant napoléoniste des historiens, mais il y en avait beaucoup d'autres qui avaient été travaillés par des historiens de la colonisation. Tout au fond est parti, toute cette affaire a été brouillée en 2005 par la parution d'un ouvrage qui s'appelait « Le crime de Napoléon », qui a été écrit par un monsieur Claude Ribes, ouvrage qui est paru en décembre 2005 et qui affirmait que Napoléon avait voulu, aux colonies, pratiquer un génocide sur la population noire et que, par conséquent, il était le précurseur d'Hitler, voire même de la Shoah, puisque on avait trouvé un exemple, enfin, l'auteur prétendait avoir trouvé un exemple d'un gazage collectif de révoltés. Ils avaient été gazés dans une soute de bateau, on avait à l'oxyde de carbone. En fait, je vous le dis tout de suite, cet événement, avec Pierre, nous l'avons cherché dans les archives, et y compris dans la littérature haïtienne, on ne l'a jamais trouvé. Donc peut-être ça a eu lieu, peut-être il a une autre source, mais en tout cas, nous ne l'avons pas trouvé. Peu importe, Napoléon devenait tout à coup un génocidaire, l'inventeur des chambres à gaz, et j'en passe. Alors, pour les Napoléoniens, c'est évidemment un sujet qui n'est pas un petit sujet. Je reprends un petit peu Jean Fourche, le cheval de Jean-Philippe Ray tout à l'heure. Ça n'est pas un sujet qui doit être négligé, parce que c'est un sujet qui est historiquement réel. Il y a un véritable problème avec cette question. Et donc, il n'est pas question de l'esquiver. Et surtout, il n'est pas question de le faire en prenant la chose à la légère. Parce que, comme j'ai essayé de le dire à un moment dans mon introduction ce matin, chaque époque écrit l'histoire aussi en fonction de ses préoccupations.
Et c'est d'ailleurs parfaitement normal, et c'est parfaitement habituel, et ça n'est pas ascientifique, ça fait partie de la façon dont on écrit l'histoire. Sinon, on devrait se contenter des histoires de Napoléon écrites dans les années 1820, et puis on ne ferait plus rien depuis. Donc il n'y a pas du tout à fuir cette question, et surtout il n'y a pas à l'aborder en disant des choses comme on a entendu certains napoléoniens militants le dire, oui, mais au fond, c'était pas beaucoup de personnes, ça n'a pas duré, ça n'a pas pu être établi très longtemps parce que les Anglais ont repris les colonies, etc. Ça n'excuse rien. Il y a là un vrai problème qu'il faut prendre à bras le corps. Par la loi du 20 mai 1802, donc le 30 Floréal en 10, Napoléon a rétabli l'esclavage dans un certain nombre de colonies. Alors, la France avait un domaine colonial extrêmement étendu au début de la Révolution. Aux Antilles, beaucoup d'îles des Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi Saint-Domingue, donc Haïti et la République dominicaine aujourd'hui. Toute l'île était française, plus quelques petites possessions, une possession en Guyane, comme aujourd'hui. Elle avait aussi beaucoup d'îles dans l'océan Indien, et toutes ces îles fonctionnaient sur le plan économique avec un système d'esclavage. C'était un esclavage essentiellement destiné à l'exploitation de la canne à sucre, qui était le grand produit de cette époque. Le sucre tel que nous le connaissons, c'est-à-dire des morceaux, de la poudre, que sais-je encore, était une denrée qui, à l'époque, avait, toutes choses égales par ailleurs, la même puissance économique que le pétrole aujourd'hui. C'était à la fois une denrée qui servait à sucrer les aliments, et on sucrait beaucoup les aliments sous l'Ancien Régime et à cette époque, mais c'était aussi une valeur qui permettait de développer et fixer le prix du commerce international. Alors, on n'en était pas à fixer le prix de la pomme de terre à partir du sucre, comme on fixe aujourd'hui le prix de l'électricité à partir du gaz, mais c'était véritablement une denrée qui économiquement avait une importance capitale. La seule île de Saint-Domingue produisait un tiers du sucre mondial. C'est dire que c'était, si on regarde l'exemple du pétrole, c'était l'Arabie Saoudite, en quelque sorte, ou le Qatar. Bon. Non, le Qatar n'a pas de pétrole, il a du gaz, mais bon, peu importe. Donc on le voit, c'était une part de l'économie française très importante qui représentait entre 10 et 15% du commerce extérieur français de l'époque, qui avait fait l'enrichissement des ports, Nantes évidemment, mais La Rochelle aussi. Quand vous allez aujourd'hui à La Rochelle et que vous voyez le côté presque grandiose des constructions de la partie du port, vous vous dites cette ville a été riche à un moment donné. Elle l'est peut-être encore, mais enfin elle l'a été beaucoup plus par le passé. Et c'était évidemment tout ce commerce colonial qui a enrichi ces villes côtières, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Marseille sur la Méditerranée. Et vous le savez, parmi ce commerce, il y avait le fameux commerce triangulaire qui permettait à la fois d'importer les denrées coloniales, mais surtout d'importer dans les colonies des forces esclaves. Alors, ce système a été complètement perturbé au moment de la Révolution, puisque d'abord, les Anglais se sont emparés assez rapidement des îles des Antilles, et notamment de la Martinique, pour priver les Français de cet aspect économique essentiel. Et comme il y avait aussi une branche humaniste dans la Révolution française, qui était le Club des Amis des Noirs, qui était très influent à Paris, la Convention a aboli l'esclavage le 16 Pluviose en 2, c'est-à-dire le 4 février 1794. Alors, l'application de cette loi a été très partielle. Elle a eu lieu dans les colonies des Antilles pour deux raisons. D'abord parce que le gouvernement voulait qu'elle fût appliquée, mais aussi parce qu'il y avait sur place des révoltes d'esclaves qui réclamaient leur émancipation. Donc on va dire, dans les Antilles, grosso modo, ça a été assez facile, à l'exception de la Martinique, qui était occupée à ce moment-là par les Anglais. Dans l'océan Indien, l'application de la loi n'a quasiment pas eu lieu.
D'abord, c'était loin. La guerre maritime avec l'Angleterre empêchait d'envoyer des forces pour imposer l'application de la loi. Et entre nous, la France avait beaucoup plus de tracas en Europe pour disperser à ce moment-là ses forces. Et quasiment, la loi n'a pas été appliquée dans les colonies de l'océan Indien. Alors, en 1802, Napoléon, comme je vous le disais, rétablit l'esclavage. Il le rétablit dans les colonies où il n'a jamais été aboli. Donc là aussi, c'est un argument qu'utilisent souvent les napoléoniens un peu militants pour dire oui, mais il n'a pas rétabli l'esclavage partout, il ne l'a rétabli que dans les colonies où il n'avait pas été aboli, c'est-à-dire la Martinique, qui était occupée par les Anglais en 1794, et les îles de l'océan Indien. Alors, c'est vrai que la loi du 20 mai 1802 prévoit uniquement ce cas. Mais, il faut le dire aussi, au moment où Napoléon envoie une des forces aux colonies pour reprendre les colonies où les Noirs s'étaient révoltés, il donne l'autorisation aux capitaines généraux qui commandaient les troupes de rétablir l'esclavage chaque fois qu'ils le jugeront possible. Donc, je dirais, il ne faut pas s'évader de la question en disant non, en 1802, il ne rétablit l'esclavage que dans quelques colonies. Non, il a décidé de le rétablir partout, et c'est ce qui va se passer à Saint-Domingue, c'est ce qui va se passer à la Guadeloupe, c'est ce qui va se passer en Guyane, et qui va provoquer des révoltes importantes, et même une défaite de l'armée napoléonienne face aux forces haïtiennes. Bien. Donc ça, c'est le premier élément. Les capitaines généraux vont rétablir l'esclavage, et les décisions des capitaines généraux vont être validées par des arrêtés consulaires qui ne seront pas publiés au bulletin des lois. Peut-être c'est déjà un élément pour vous montrer qu'il n'était pas très fier de la décision qu'il avait prise. Il est vrai aussi que dans la foulée de ce rétablissement de l'esclavage a été rétablie la législation de l'Ancien Régime. Le texte prévoit partout le rétablissement de la législation antérieure à 1789. En d'autres termes, on reprend la législation de l'Ancien Régime, et notamment le fameux Code noir, dont on nous parle beaucoup et qui, est une espèce de chiffon rouge que l'on agite sans arrêt. Alors qu'en réalité, ce code qu'on a appelé le Code noir, mais qui avait un autre nom, je vais essayer de le retrouver, j'ai dû le noter quelque part. Enfin, peu importe, c'était une... Ah ben voilà, c'était l'édit royal de 1685 touchant à la police des îles de l'Amérique française. Voilà, ça c'est le véritable titre de ce code qu'on appelle le Code noir. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire que ce Code noir n'est pas le code qui agresse l'humanité des esclaves. C'est même tout le contraire. C'est un texte qui supprime un certain nombre de droits que s'étaient octroyés les propriétaires d'esclaves vis-à-vis de leurs esclaves. C'est même tout le contraire dans le sens que le Code lui-même reconnaît non seulement l'humanité, mais la christianité des esclaves. Il oblige d'abord à leur donner une éducation religieuse évidemment, et surtout il porte un certain nombre d'interdits vis-à-vis des maîtres afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir et, disons ce vilain mot, de leur propriété sur leurs exploitations. Donc, évidemment, le Code noir n'est pas un code de libération des Noirs, mais c'est un code, on va dire, de limitation du pouvoir absolu des maîtres. Il y a par exemple un article qui interdit le droit de cuissage. Il y a un autre article qui oblige, il y a des moustiques ici, il y a un autre article qui oblige les maîtres à épouser les esclaves qu'ils auraient engrossés. Donc on le voit, évidemment, Napoléon rétablit ce code noir, mais c'est parce que c'est un code qui existe déjà et qui limite quand même le pouvoir des maîtres. Ceci étant dit, ça n'est pas une jolie chose, le rétablissement de l'esclavage. Et évidemment, mais est-il besoin de le dire, l'esclavage, c'est une chose affreuse, c'est une chose horrible contre laquelle il faut lutter, y compris dans les pays où il existe encore, qui sont essentiellement les pays du Moyen-Orient, ce qu'on oublie parfois. Et on oublie aussi parfois de rappeler que si la traite européenne a concerné 11 millions
d'individus. La traite arabo-musulmane en a concerné 17 millions, que l'on passe par pertes et profits, généralement. Allez savoir pourquoi. Alors, ce rétablissement de l'esclavage provoque aux Antilles, notamment, une révolte qui va être matée dans le sang par l'armée française. Et là aussi, il ne s'agit pas de nier les choses, il s'agit simplement de regarder les faits tels qu'ils ont été établis par les historiens. C'est que l'armée française a massacré, enfin l'armée métropolitaine, appelons-la comme ça, a massacré allègrement tous les révoltés, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a évidemment elle a mené des exactions. On estime que cette guerre a fait à peu près 100 000 morts, dont, bien sûr, les 3/4 dans la population noire. Donc, là aussi, il ne s'agit pas de venir dire oui, mais bon, c'était des révoltes, c'était du maintien de l'ordre, enfin que sais-je encore. Il y a des choses absolument affreuses qui se sont passées aux colonies. Par exemple, le général Rochambeau, qui n'est pas le Rochambeau de la guerre américaine, mais qui est son fils, a organisé des jeux du cirque. Il a fait venir des chiens chasseurs d'esclaves de Cuba, et puis il lâchait les esclaves repris dans l'arène pour qu'ils se fassent dévorer par les chiens. Il y a eu on a rétabli le supplice de la roue dans certains, notamment en Guadeloupe, etc. Donc il ne s'agit pas de dire non plus c'est une petite guerre. En revanche, lorsque l'historien regarde tout ça en détail, il s'aperçoit que le clivage n'est pas noir-blanc dans cette guerre. Le clivage, il est certes noir-blanc à un moment donné, mais il est aussi noir, blanc-noir, métis. Parce que les armées métropolitaines ont dans leur rang un certain nombre de régiments noirs et que les métis, que ce soit à Saint-Domingue ou en Guadeloupe, ont eu à souffrir du pouvoir révolutionnaire noir, puisque pour les Noirs, ils étaient en quelque sorte des demi-blancs, enfin, si je puis dire. Donc il y a eu une espèce de mélange. Ça n'est pas une guerre de couleurs, mais c'est une guerre des couleurs, c'est-à-dire que tout le monde y a mis un petit peu la main. Quant au génocide, évidemment, c'est une gentille plaisanterie. Évidemment, il n'y a aucune intention génocidaire dans l'esprit de Napoléon, ce qui serait en plus contre-productif, puisque à un moment où la guerre avec l'Angleterre reprend et où on ne peut plus, pardon du mot, importer d'esclaves dans les colonies, évidemment, on ne va pas tuer les esclaves qui sont la main-d'œuvre qui doit permettre de relancer la culture de la canne à sucre. Au fond, si on regarde les choses de près, il y a eu effectivement un génocide à Saint-Domingue. En 1804, le président de Saint-Domingue, qui s'appelait Dessalines, qui s'est d'ailleurs fait proclamer empereur sous le nom de Jacques Ier, Dessalines a ordonné le massacre de tous les Blancs à Saint-Domingue. Donc si vraiment on devait chercher un génocide quelque part, si on voulait utiliser ce mot, qui est parfaitement anachronique dans ce dossier, c'est là qu'on pourrait le trouver. Alors, la question n'est pas de savoir si Napoléon a rétabli ou pas l'esclavage, s'il l'a fait sauvagement ou pas. Les faits montrent bien que tout ça n'a pas été fait dans la douceur. La vraie question qui nous intéresse et qui doit vraiment nous intéresser, c'est pourquoi. Pourquoi ? Parce que Napoléon, d'abord, paradoxalement, il est anti-esclavagiste. On en a beaucoup de preuves. Il a d'abord libéré les esclaves à Malte pendant la campagne d'Égypte. Il a libéré des esclaves en Égypte à condition qu'ils s'engagent dans l'armée, mais enfin, il les a quand même libérés. Et puis, une fois au pouvoir, il a, à de multiples reprises, affirmé qu'il ne rétablirait pas l'esclavage, et notamment pas à Saint-Domingue, où il a adressé à la population une proclamation dans laquelle il promet de ne pas rétablir l'esclavage parce que nous vous avons donné une liberté, écrit-il, il n'y a aucune raison pour qu'on vous la reprenne. Bon. Et puis tout à coup, c'est terrible ce qu'on fait au monsieur là, mais bon. Et puis tout à coup, le 20 mai 1802, le 20 mars 1802, il rétablit l'esclavage. Alors la question, c'est pourquoi. Alors la réponse est de deux. Il y a deux raisons, quoi. La première, c'est son entourage. Napoléon est entouré depuis sa prise de pouvoir
par des personnes qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le lobby colonial. Comme je vous le disais, 10 à 15% du PIB réalisé avant la Révolution par le commerce colonial, ça crée des fortunes, et ça crée des fortunes qui sont en danger avec l'abolition de l'esclavage. Et Napoléon est entouré de gens qui ont connu la colonie, ont profité de la colonie. Cambacérès, le second consul, a été l'avocat des grands féodaux coloniaux d'avant la Révolution et même de pendant la Révolution, parce que une fois qu'on a eu aboli l'esclavage, les planteurs, les exploiteurs ont voulu des indemnités. Et Cambacérès a été leur avocat, donc il connaît très bien le dossier. Barbé-Marbois, le ministre du Trésor, est le dernier gouverneur de Saint-Domingue de l'Ancien Régime, etc., etc. Lorsque, avec Pierre Branda, nous avons travaillé sur le sujet, nous étions allés voir aux Archives nationales, on va dire, le dossier législatif de cette loi de rétablissement de l'esclavage, c'est-à-dire dans les archives de la secrétairerie d'État, le petit morceau qu'il y a sur 1802, parce qu'il faut dire que Napoléon a pris cette décision, puis il s'en est quasiment plus jamais occupé après. Une fois que les îles ont été perdues, ça ne l'intéressait plus. Eh bien, on s'aperçoit que les rapports préparatoires, les mémoires que Napoléon a reçus sur le sujet sont tous pour le rétablissement de l'esclavage par une espèce de lobby de Nantes, de Bordeaux, des gens qui ont évidemment tout à gagner à la reprise du commerce triangulaire, ou en tout cas du commerce transatlantique des denrées coloniales. Donc il y a un environnement qui est un environnement pro-esclavage autour de Napoléon, et qui probablement, alors je ne sais pas comment les choses se sont passées parce qu'on n'en a pas les détails, mais chaque fois que la question était abordée, probablement ces gens disaient bah oui, mais le développement des îles passe par l'esclavage, etc., etc. Bon, donc ça, il s'est probablement laissé circonvenir par cet entourage. Le deuxième élément, qui lui est beaucoup plus personnel, c'est le projet qu'il défend dans l'océan Indien et surtout aux Antilles. Si vous mettez la carte en tête, le golfe du Mexique, à cette époque-là, il est occupé par deux puissances, l'Espagne et la France. L'Espagne et la France se partagent, on va dire, grosso modo, les îles des Antilles. Il y a quelques petites positions anglaises, mais pas très importantes. Et puis surtout, l'Espagne possède la Floride, le Mexique et une partie de l'Amérique centrale, enfin ce qui sera plus tard les autres pays d'Amérique centrale. Tandis que les Français sont installés en Louisiane, en Guyane et dans les îles antillaises. Donc on le voit, tout ce secteur du monde qui est le secteur de production de la canne à sucre, il appartient à deux puissances qui sont alliées. Et Napoléon l'écrit d'ailleurs à plusieurs reprises. Son projet n'est pas de rétablir l'esclavage. En gros, c'est pas de faire du mal aux Noirs, quoi, hein, son projet, c'est de créer, avec le golfe du Mexique, un lac français. D'où les moyens militaires qu'il va mettre pour reprendre en main les îles de Saint-Domingue, de la Guadeloupe et la Guyane à un niveau moindre. La Guyane a été reprise plus facilement. Donc si vous voulez, c'est pas pour l'excuser, mais c'est pour expliquer sa décision de mener ces campagnes coloniales avec, à la clé aussi, le rétablissement de l'esclavage. Alors, ça ne lui portera pas bonheur, puisque d'abord, ces armées vont être vaincues. Alors, elles sont vaincues essentiellement par la fièvre jaune, hein, qui va ravager les armées. On pense que 75% des soldats là, sont morts, hein, mais dont pratiquement les trois quarts, même plus que les trois quarts, sont morts de la fièvre jaune. En fait, ce ne sont pas les combats qui ont décimé l'armée métropolitaine à ce moment-là. Et puis, ensuite, toutes ces îles seront reprises petit à petit par les Anglais qui les occuperont, et donc, évidemment, la faute morale du rétablissement de l'esclavage ne profitera pas à la France. Signalons quand même au passage que les Anglais n'en profiteront pas pour abolir l'esclavage dans les îles qu'ils vont occuper, et même au contraire. On pense que, si vous connaissez un peu cette histoire, en 1801, au moment où Napoléon lance les opérations en direction des Antilles, il est encore en guerre avec l'Angleterre. Or, la flotte qui emmène les troupes à Saint-Domingue passe sans aucune difficulté. Pourquoi ? Parce que les Anglais ont totalement intérêt à ce que les îles à sucre soient reprises en main. Parce qu'eux-mêmes possèdent des colonies.
eux-mêmes ont une population esclave dans leur colonie, et l'exemple qui est donné par ces esclaves français, si l'on peut dire, de révolte, de prise de pouvoir, et notamment Toussaint Louverture, qui écrit même une constitution, etc., sont pour eux un très mauvais exemple. Donc les Anglais ont laissé passer les Français. Je pense que probablement les Français savaient que les Anglais allaient passer. Les Français que les Anglais laisseraient passer, pardon. Et donc tous ces éléments font partie d'un dossier, mais ne le rendent pas pour autant plus digérable, plus sympathique. Voilà, c'est évidemment une faute qui est commise par Napoléon à ce moment-là, et d'ailleurs lui-même le reconnaîtra un peu tard, avouons-le, mais enfin il le reconnaîtra à Sainte-Hélène, où il aborde à plusieurs reprises la question, et où quasiment il dit « je me suis trahi moi-même » à ce moment-là. Alors, on peut ajouter à ça la petite anecdote mignonne de sa discussion avec un esclave qui s'appelait Toby à Sainte-Hélène, qui va essayer de libérer, qui ne parviendra pas à libérer, à qui il laissera de l'argent, enfin, etc. Mais je dirais que globalement, sur le plan politique, il a bien compris qu'il a commis une erreur à ce moment-là. Alors, pour ce qui nous concerne, l'étude de ces questions, je pense que j'ai encore 2 minutes. Ah oui, c'est moi qui commande, donc j'ai encore 2 minutes. Comment dire, l'approche de ces sujets, évidemment, est aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, était nécessaire. Nécessaire d'abord parce que c'est effectivement une zone d'ombre hein, du règne de Napoléon, et donc il faut l'aborder. Il faut l'aborder, quoi. Voilà, on n'est pas là pour simplement dire que Napoléon est grand et Masséna est son prophète. Hein. Donc non, c'est pas du tout ça. Et puis surtout, il faut se mettre aussi à la place de ceux qui ont dans leur propre mémoire cette blessure. Et là, je parle notamment, alors les Haïtiens, c'est un peu plus compliqué parce que leur histoire est véritablement très très complexe. Hein. Haïti, alors évidemment, on est responsable de tout, mais enfin, ils sont quand même un peu responsables de certaines choses. Je pense notamment aux Guadeloupéens. Hein. On a eu, je me rappelle plus de son nom, mais comment, tu sais, l'historien de la Guadeloupe là, avec lequel on a dialogué pendant le. Frédéric Réjean, voilà. Alors on a eu l'occasion de discuter avec cet historien, et au fond, il faut se mettre un peu à la place des populations guadeloupéennes. Ça fait un petit peu partie de leur mémoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire « mais non, c'était pas grave, c'était du maintien de l'ordre public, etc. » Non, ça fait véritablement partie des choses qui les ont blessés dans leur histoire. Alors, je sais bien que c'est toujours un peu compliqué pour des historiens de dire ça, mais c'est quand même la vérité, et c'est un sujet, un, qui les intéresse, et deux, sur lesquels ils demandent peut-être que les comptes soient réglés, si vous voulez. Alors, ça ne va pas être notre rôle, mais il faut quand même bien se mettre à leur place et penser que la façon dont l'armée métropolitaine s'est conduite en Guadeloupe est absolument pas glorieuse. Hein. Ils ont, eux, notamment, je pense que le plus grand révolté contre l'armée coloniale, c'est le Guadeloupéen qui s'appelle Louis Delgrès, qui est un ancien officier de l'armée française, qui a mené la révolte en Guadeloupe contre l'armée française et qui, à la fin, au moment où il était vaincu, s'est suicidé avec 200 à 300 de ses camarades en faisant sauter son arsenal. Il est en Guadeloupe, nous on ne le connaît pas beaucoup ici en France, mais en Guadeloupe, il est un personnage très important de l'histoire guadeloupéenne. Et moi je crois qu'on doit à nos compatriotes de Guadeloupe de s'intéresser à ça, et puis de ne pas leur dire à tout bout de champ, oui, mais c'est pas vrai, Napoléon était un homme bon, et que sais-je encore. Il faut participer avec eux à ces recherches. Et je rejoins un peu ce que disait Jean-Philippe Ray en début de matinée, c'est véritablement ensemble qu'il faut travailler sur ces sujets. Et évidemment, pour le moment, il y a peu de résultats, parce que ce n'est pas faute de leur avoir proposé, mais on n'a aucun résultat. Hein. À plusieurs reprises, je les ai rencontrés sur des plateaux de télé ou dans des émissions radio, etc. Et à la fin, je leur disais toujours, mais venez nous voir, on a des choses à faire ensemble. On n'arrive pas pour le moment à raccrocher les wagons. Mais il y aura probablement, là aussi, un champ, un gisement qu'il faut faire. Les faits, grosso modo, sont établis. Ça, il n'y a pas tellement de problème. Simplement, il faut qu'on aille voir aussi un petit peu comment les faits ont été établis chez nos camarades ou nos compatriotes de l'outre-mer pour faire peut-être une histoire un peu plus complète de ces opérations qui sont vraiment pas à la gloire de Napoléon. Hein. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont.
En revanche, ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est que ça n'est pas, c'est que l'étude et la critique qui peut être apportée au gouvernement napoléonien dans ce domaine n'est pas non plus simplement l'expression d'un slogan. Hein. Il a rétabli l'esclavage, donc c'est un salaud, hein, grosso modo. Il faut le mettre dans sa perspective, et puis surtout ne pas mélanger les genres. Les livres à la Claude Ribes, la Shoah, c'est la même chose que l'intervention à Saint-Domingue et que sais-je encore. Tout ça, évidemment, n'a aucune valeur. Hein. Enfin, même à l'époque où le livre est sorti, même si l'auteur s'est vanté d'avoir fait annuler les festivités d'Austerlitz avec son livre, ce qui est totalement faux, enfin, peu importe, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. Simplement, il a été saisi par un certain nombre d'associations, le CRAN, hein, comment ça s'appelle, c'est le centre des associations noires, comité, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, ça, tous ces gens-là, faut pas discuter avec eux parce que ça sert à rien, ils connaissent rien et c'est pas la peine. En revanche, il y a tout un panel d'historiens de la colonie qui sont complètement prêts à voir ces choses-là de façon un tout petit peu plus globale. Voilà ce que je voulais vous dire à la place de Pierre Branda, qui vous aurait probablement dit quelque chose d'approchant, sans doute beaucoup moins bien. Donc c'est pourquoi je vous remercie de votre attention.